Soyez le bienvenu à l'IFM aujourd'hui pour le deuxième jour de cet événement. Donc aujourd'hui, on a deux modérateurs. Donc il y a Madame Carmen et moi, Rafoulissi Toubonarib. Je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Antananarivo au laboratoire de l'isotopes. Et Madame Carmen, elle est chargée de mission à l'IMV et sur la thématique résilience urbaine et climat. Ok. Donc, pour la partie de la matinée, on aura 3 présentations. Donc, il y aura M. Moussa Dianor du Sénégal, de l'Institut sénégalais de recherche agricole, qui va nous parler de l'agriculture urbaine et absorption des déchets organiques urbains, comparaison entre Dakar et Antananarivo. Ensuite, il y aura Virginia Carreri et Eric Loda. Virginia Carreri est de WHH de l'Allemagne et Eric Loda est de la commune urbaine de Tuléar. Ils vont parler de la gestion des déchets à Tuléar. Et à la fin de la première partie de la matinée, il y aura Damien Khaï du Relais de Madagascar et Honoré Andrea Manzatrasan de la commune urbaine de Fianarantsoa. Ils vont parler de projet de centre d'enfouissement technique à Fianarantsoa. Donc tout de suite, on va inviter M. Moussa Dianor à venir faire sa présentation. J'étais donc à Madagascar il y a 10 ans dans le cadre de ma thèse et à l'UNRWA en France. Et je travaillais dans la commune d'Andjevagar, dans un village qui s'appelle Amboudazan, environ 30 km d'ici. Et j'étais encadré dans le cadre de cette thèse par Christine Aubry, ici présente. Je voulais m'associer aux intervenants d'hier pour remercier l'ensemble des organisateurs pour m'avoir invité à partager cette communication avec vous, et notamment Christine Aubry. Et alors, la communication va porter sur l'agriculture urbaine. Hier, on en a beaucoup parlé, mais on va surtout insister sur le recyclage donc, de ces déchets par cette agriculture. Alors, les résultats que je vais vous présenter sont issus d'un projet qui a été piloté par le CIRAD intitulé ISAR, intensification écologique des systèmes agricoles par le recyclage des déchets. Donc c'est un projet financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche française, piloté par le CIRAD, notamment Hervé Samakari. Donc il associe à la fois des pays du Nord et du Sud. Au Nord, vous avez la France et l'île de la Réunion, qui est un département français, mais aussi des pays du Sud, le Sénégal et Madagascar, à Majinga, avec notre collègue Eri, je pense qu'elle est présente dans cette salle. Et donc c'est un projet qui a réuni diverses institutions, à la fois de recherche, mais aussi d'universités, l'UNRWA, l'IRD, le CIRAD, l'ISRA et l'Université de Madagascar. Alors, rapidement, voilà, pour vous présenter le contexte du Sénégal, notamment sa zone de production qu'on appelle Niayes. Pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup le Sénégal, il est frontalier avec 5 pays. Vous avez le nord, la Mauritanie, le nord et l'est, donc la Mauritanie. À l'est, vous avez le Mali. Au sud, les deux Guinées, Bissau et Conakry. Et à l'intérieur du Sénégal, vous avez la Gambie. Et à l'ouest, vous avez l'océan Atlantique. Alors, Abou a rappelé hier, le Sénégal, en 2017, avoisine environ 15 millions d'habitants et que le quart de cette population vit à Dakar. Donc, c'est ce qui a pour conséquence une forte densité humaine, notamment en banlieue, qui est liée à la fois aux croix naturelles, mais également à des migrations rurales depuis les années 70-84, suite donc à des années de chasseresses. Alors, dans la bande de Dakar, que vous voyez ici, jusqu'à Saint-Louis, vous avez une bande qu'ils appellent Local Maniaï. C'est une zone agroécologique assez particulière, qui est la zone horticole par excellence du pays, qui est caractérisée par des dépressions
des dunes et des dépressions interdinaires. Vous avez donc une photo de ce type, avec des sols extrêmement sableux. Mais ce qui caractérise surtout le Niayes, c'est la présence de nappes phréatiques peu profondes, souvent affleurantes. Et je pense que c'est extrêmement important pour le développement de l'agriculture, notamment du maraîchage. Hier, on en a parlé au Togo, au niveau littoral, où il y a présence d'eau, mais aussi à Bobo, où il y a une intense, au niveau hydrologique assez important pour développer cette agriculture. Alors, donc, le Niayes a une importance économique extrêmement importante, donc ça a été rappelé hier. 80% de la production nationale en termes de fruits et légumes vient de cette zone, avec un chiffre d'affaires qui croît d'année en année. Et en 2010, 290 millions d'euros, fruits et légumes compris, ont été enregistrés. Donc c'est dans cette zone où se développe l'agriculture urbaine, notamment dans la région de Dakar, dans divers sites, à Pikine et à Rufisque, qui sont des sites emblématiques pour le maraîchage. Et Dakar, c'est la deuxième zone de production horticole après sa région voisine de Thiès, qui a ses atouts, un climat donc maritime doux et humide. Vous voyez, donc Dakar, c'est une presqu'île, mais aussi la présence de gros marchés urbains, c'est Dakar et Thiès. Alors, pour répondre à la demande forte en légumes frais, donc de ces gros marchés urbains, les agriculteurs diversifient les systèmes de culture à travers donc, certains sites que je vous ai parlé, Pikine et Rufisque. Ici, vous avez le site de Pikine, qui est un site intramuros, entouré par des lacs, avec des superficies beaucoup plus réduites. Donc, l'extension est quasiment impossible. Et le fait d'avoir ces superficies réduites, la diversification même peut être handicapée. En revanche, à la périphérie, donc le département de Rufisque plus vaste, vous avez donc une panoplie donc, de cultures qui sont ici indiquées. Donc il y a une diversité de cultures, notamment à Pikine, qui va donc de la laitue à la tomate, et plus récemment, l'oignon. L'oignon est une culture qui s'inscrit dans une filière assez structurée au Sénégal. Et à partir de 15 février, toutes les importations d'oignons venant du monde sont arrêtées pendant 3 mois, permettant aux agriculteurs nationaux de pouvoir écouler leurs produits. L'irrigation, elle est manuelle, en utilisant donc l'eau de puits qu'ils appellent CEAN, c'est des puits traditionnels, une faible profondeur. Alors qu'à Rufisque, donc dans la zone périphérique, vous avez une irrigation qui est beaucoup plus moderne, avec soit une aspersion goutte à goutte, et les agriculteurs utilisent l'eau potable de la SDE, c'est la Société sénégalaise des eaux, qui est en charge de la distribution de l'eau dans les ménages. Donc c'est de l'eau potable qu'on boit. Donc, ils disposent d'un quota qui est extrêmement cher. Et donc, voilà, c'est une des contraintes de cette agriculture-là. Alors, à côté de ces systèmes maraîchers, vous avez la présence forte, notamment des chevaux et des volailles. Mon collègue Abou l'a rappelé hier, notamment au niveau des poules pondeuses. Donc, ces poules pondeuses, ces élevages de poules pondeuses se sont développés surtout à partir de 2002 pour répondre à une demande forte donc des urbains en viande blanche, mais aussi la présence des chevaux, dont la principale activité, c'est les transports, réalisés par des migrants venus donc, des zones rurales, donc de fin octobre à juin, donc c'est la période maraîchère. Donc on a énormément de chevaux pendant cette période dans la zone. Alors, c'est des systèmes ici végétaux qui ont des impacts socio-économiques extrêmement importants. Et ici, le cas du site de Lendeng, pour vous montrer cette importance. Voilà, environ 124 exploitations avec une SAU de 40 hectares, soit 0,32 hectares par exploitation. La création d'emplois de salariés qui peut être au moins 2 permanents par exploitation, avec des revenus mensuels extrêmement intéressants, 264 €.
et donc extrêmement beaucoup plus élevé que le SMIC local. Donc, vous avez une agriculture donc, qui est source donc, de revenus, mais aussi de création d'emplois. Alors, je disais, pour répondre à cette demande forte, les agriculteurs diversifient les systèmes de culture, qui a une importance socio-économique extrêmement importante, mais également, ils l'intensifient. Alors, dans certains sites, comme je vous ai montré tout à l'heure à Pikine, il n'y a plus possibilité d'étendre les superficies cultivées, et là, le seul moyen d'augmenter la production, c'est d'intensifier. Alors, une des voies d'intensification donc, de ces systèmes passe par l'utilisation forte des intrants de fertilisants, notamment organiques. Alors, fertilisants organiques, il y en a énormément à Dakar. Ici, pour vous montrer les liens entre le croît de la population urbaine de la région de Dakar et la collecte, la quantité de déchets collectés par an. Et en 2009, 500 000 tonnes de déchets ont été collectés et mis en décharge dans la décharge de Mebus, l'équivalent d'Andrala Nitre, ici à Madagascar. Donc il y a une diversité donc, de déchets organiques à Dakar et une typologie en a été faite pour essayer de les classer. Ici, 5 types qui va à la fois de matière organique ici des élevages, en allant de fumier de porc au fumier de cheval, mais aussi des déchets ici des industries agroalimentaires, ce qu'ils appellent la poussière d'arachide ou la farine de poisson. Pour ceux qui ne connaissent pas le Sénégal, c'est le plus gros pays producteur d'arachide dans la sous-région et qui date depuis la période coloniale. Vous avez des unités de traitement, donc des steppes pour produire de la boue, et des unités d'abattoir, c'est le contenu de panse de bovins, qui est en train de prendre une ampleur assez forte dans la région. Et enfin, vous avez les déchets urbains solides, soit qu'ils appellent localement terreau, c'est les criblés, ou les déchets urbains solides mis en décharge évoluent naturellement sur place pour produire donc ces criblés. Sinon, à partir donc, de la fraction fermentescible des ordures ménagères, on produit du compost de déchets urbains solides. Alors, ces panoplies de matières organiques ont des qualités agronomiques différentes selon les ressources, mais aussi la façon de les traiter. Et par exemple, le fumier de volaille, vous avez donc des qualités qui diffèrent selon qui est litière ou pas litière. C'est la même chose pour le fumier de cheval. Idem pour la boue, si on a poussé les traitements jusqu'à un traitement tertiaire ou non. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que localement, le Sénégal est à 95% de musulmans. Et le fumier de porc n'est pas, en tout cas à ma connaissance, peu ou pas utilisé aujourd'hui. Et que le compost des déchets urbains, ici, de la fraction fermentescible des ordures ménagères, est quasiment absent. Alors, la question qu'on s'est posée, OK, il y a une diversité des matières organiques, mais où sont-elles localisées à l'échelle du territoire de Dakar, pardon. Alors, sur cette carte, vous avez en rouge, c'est la décharge de Mebus. On y reviendra là-dessus. Et en jaune, c'est les élevages de chevaux, je viens d'en parler. En violet, notamment dans les départements de Rufisque, c'est les élevages de poulets de chair et poules pondeuses. En bleu foncé, c'est les steppes de boue, des stations d'épuration à Cambérène et à Pikine. Vous avez en vert les abattoirs. Et enfin, ici, vous avez des unités traditionnelles de traitement des poissons. Alors, au-delà de cette localisation et quantification de ces matières donc, qui ont été faites, on essaie de savoir quels sont les principaux flux donc, ou puits pour consommer ces matières organiques. Alors, donc vous avez des roches flèches pour ne pas m'étaler là-dessus. Le fumier de volaille, comme vous voyez, extrêmement consommé par ces marchés au niveau local, mais aussi exporté dans la région voisine, voire même approvisionne un peu Dakar. Les fumiers de cheval, idem.
les déchets d'abattoir, les bouts des stations d'épuration sont consommés souvent sur place, alors que, les déchets d'abattoir sont, jusqu'à une date récente, mis à la décharge Mbembes, mais depuis quelque temps, les agriculteurs ont trouvé de l'intérêt agronomique, donc ils détournent les camions dans les zones maraîchères, voire récemment exportés jusqu'à beaucoup plus loin pour servir de matières premières des unités industrielles de compostage. Et vous avez le criblé qui est aujourd'hui peu utilisé, je reviendrai là-dessus. Donc vous avez une panoplie de matières qui sont aujourd'hui valorisées par les agriculteurs, soit seules, en majorité donc c'est les fumiers de cheval, voire combinées à diverses matières organiques. Alors ces matières sont source de nutriments pour la plante, mais aussi d'amendements pour les sols. Ainsi, les agriculteurs, à travers leurs pratiques, arrivent à améliorer ou à entretenir la fertilité des sols et donc la productivité des cultures pour répondre à cette demande forte, mais aussi, à travers leurs pratiques, contribuent à l'assainissement de la ville de Dakar en absorbant cette forte quantité de déchets avec des doses qui peuvent varier de 15 à 40 tonnes à l'hectare. Vous voyez cette photo ici, donc sur la carotte, où des quantités donc extrêmes, des quantités fortes de déchets de fumier de cheval ont été apportés pour pallier aux coupures d'eau incessantes, notamment liées ceux qui sont raccordés à la S2. Donc, ça ne sert pas que de source de nutriments et amendements, mais aussi pour pallier au manque d'eau. Ainsi, les principaux déchets urbains organiques utilisés par les maraîchers, c'est essentiellement le géfliant d'élevage, comme on vient de voir, mais pas les criblés. Celui-ci est surtout utilisé par les pépiniéristes à Dakar, qui peut être mélangé avec de litière de filet ou voire la boue, et qu'on voit donc quand on se promène dans certaines rues de Dakar, donc des pépiniéristes qui tapissent le long de route, et c'est très joli à voir, c'est qui absorbent donc certaines matières. Pour une petite anecdote, récemment, donc vous voyez le fil à haute tension, donc c'est des espaces qui sont exclus d'habitation, voire même une petite activité. Et malheureusement, donc il y a des gens qui viennent pour faire des petites activités de commerce, voire même des garages. Et récemment, le maire avec le préfet, ils ont parcouru tout le long, donc environ une dizaine de kilomètres, pour déguerpir tout ce qui était là-bas. Et la seule activité qui a été maintenue, ce sont les pépiniéristes. Alors, donc, de la décharge, je dirais, d'Anitra à Madagascar à celle de Dakar, je pense qu'il y a des caractéristiques plus ou moins similaires. Ce sont des décharges qui ne sont pas contrôlées à ciel ouvert, avec le recyclage des matériaux et extraction du criblé. À Dakar, donc vous voyez un peu en bas ici, donc aujourd'hui c'est une décharge dans laquelle travaillent des milliers de personnes, où c'est créé autour de la décharge une économie informelle, où vivent plusieurs personnes directement ou indirectement. Et cette décharge aujourd'hui pose problème à la pollution, saturation qui date des années 60, 68. Et depuis 2007, il a été prévu de fermer cette décharge pour ouvrir un centre d'enfouissement technique à Sindia, à 80 km de Dakar, en créant un centre de transit de déchets où les travailleurs qui étaient sur la décharge puissent venir trier ce qui est possible et le reste, la nuit, de gros porteurs puissent amener la matière organique, le restant en tout cas, à Sindia. Mais depuis 2007, Mbembes est toujours là, reçoit les déchets, continue à fonctionner. Et récemment, il y a une revue locale qui a intitulé Mbembes est une bombe écologique qui peut à tout moment exploser. Alors, on vient de voir que le criblé n'est pas utilisé par les maraîchers. Pourquoi? Il y a grosso modo des raisons liées à cela. C'est un criblé qui a une valeur agronomique assez faible. Il y a beaucoup de sable. Deux, en termes de prix comparé aux effluents utilisés par les agriculteurs, il n'est pas compétitif. 3,
il y a un risque lié aux métaux lourds. Donc, dans le cadre de ces projets, à travers un certain nombre de secteurs donc, de la décharge, a été identifié donc, de tenir un élément de trace métallique, donc des métaux lourds, assez élevé, notamment le plomb. Et c'est pourquoi la recherche a encouragé à utiliser donc, les criblés sur les pépinières. Ça, c'est un. 2, on a dit que le compost ici de la fraction fermentescible des organismes ménageurs est quasiment absent. Alors, certes, les agriculteurs absorbent ces matières organiques aujourd'hui, mais de façon brute. Est-ce qu'il y a une autre forme donc, de gestion pour pallier, par exemple, en cas de pathogènes, voire d'autres pollutions? Et c'est ainsi que des privés se sont mis à la marche pour créer des plateformes de compostage. Vous avez ici à Diamniadio, en rouge, c'est environ 40 km de Dakar, où s'est créée une nouvelle ville aujourd'hui. Et alors, c'est privé. Alors, je pense que la technologie la plus intéressante, c'est de faire du compost en 8 semaines. Donc 2 mois, au lieu de faire du compost habituellement en 4-6 mois. En faisant quoi? À partir de l'énergie solaire, donc ils envoient de l'air à l'intérieur de l'Andin. Il y a un tuyau qui est installé à l'intérieur de l'Andin pour accélérer le processus, avec une bâche qui permet donc de séquestrer le méthane, de ne pas s'échapper et de garder les conditions, en tout cas, favorables de température et d'humidité. Et la matière première entrante, c'est essentiellement donc, les déchets d'abattoir avec de la paille, des herbacées, broyées. Donc, et en 8 semaines, vous avez un produit compost fini. Et l'idée, c'est de vendre aux agriculteurs. Ils se sont installés à l'échelle de la région entre Dakar et Thiès. Donc, c'est là où il y a beaucoup de maraîchers en vert. On reviendra là-dessus. La question qu'on se pose, c'est quelle est la qualité donc, de ces produits par rapport à ce que les agriculteurs utilisent. 1, 2, s'ils veulent vendre, c'est à quel prix, pour quels critères, et finalement, quel modèle économique ils veulent en tout cas introduire dans ces systèmes. Alors, il n'y a pas que les privés. Les organisations paysannes en avaient pris l'avance. Et ce que vous voyez en vert, donc, c'est des agriculteurs, de fédérations d'agriculteurs qui sont installés dans les Niayes, région de Dakar et Thiès. Vous avez ici la fédération des agropasteurs de Gender. Ils sont installés à la région de Thiès. Ils ont opté pour l'agriculture bio en utilisant donc des matières organiques ici, leurs plateformes de compostage appuyées par des bailleurs locaux. Vous avez également la fédération des producteurs maraîchers de Niayes qui font la même chose en utilisant donc, les déchets d'abattoir ici. Alors ils sont appuyés aujourd'hui par la recherche pour optimiser leur système. Donc au-delà donc, de la zone des Niayes où sont présents donc, ces fédérations, récemment, dans les zones rurales, ici, vous avez le bassin arachidier du Sénégal. C'est la grande zone de production d'arachides qui réunit la région de Kaolack, Kaffrine et Fatick, pour ceux qui connaissent cette zone. Mais aussi, plus au sud, à Ziguinchor, où, donc, dans les bassins arachidiers, où est installée la Fédération des producteurs de maïs du Saloum, qui sont des milliers donc, d'agriculteurs, bien structurés, bien organisés. Et au sud, vous avez donc l'ASAC local, c'est une OP aussi structurée qui est liée au Conseil national des cadres ruraux du Sénégal. Donc voilà des organisations paysannes assez structurées, dynamiques, qui étaient souvent donc, des cadres qui dirigent ces structures, qui sont écoutés. Ils peuvent faire même des lobbies pour faire venir des fonds, en tout cas pour faire manager leur organisation. Alors la question qu'on se pose, est-ce que cela peut marcher partout? Est-ce que peut-être c'est par des organisations qui sont, je viens de les dire, bien structurées et dynamiques? Voilà, et peut-être qu'en est-il à Madagascar? Est-ce qu'on peut répliquer cette dynamique ici à Madagascar? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie.